Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Tania Pachev. Bonjour Tania. Bonjour Cyrus. Tania, tu es consultante, formatrice et conférencière, un peu tout comme moi, tu es une sorte de clone, mais sur un sujet qui est lié aux limites planétaires, tout comme moi, mais sur un domaine auquel je ne connais quasiment rien ou presque, la santé environnementale, où tu interviens auprès d'entreprises, de collectivités et d'autres structures, y compris des crèches, pour sensibiliser et accompagner sur les questions de pollution chimique. Mhm. euh, Vaste programme, limite planétaire absolument clé, une de celles qui a été estimée comme étant franchie par le Stockholm Resilience Center, au même titre que le changement climatique, la biodiversité. C'est un sujet complexe. Honnêtement, j'ai du mal à m'y retrouver. Il n'y a pas de GIEC des pollutions, tout comme il y a un GIEC pour le changement climatique et l'équivalent de l'IPBES pour la biodiversité. Donc il n'y a pas le même niveau de synthèse d'une communauté scientifique que pour les sujets de climat et biodiversité, et pourtant Dieu sait que c'est un sujet au moins tout aussi important qui provoque voilà, maladie, infertilité, perte de biodiversité, pourtant un sujet un peu invisible pour des raisons aussi dont on va discuter, hein, entre autres avec la main des lobbies dans tout ça. C'est ce dont on va parler, ce qui bloque, entre autres, les lobbies. D'ailleurs, sur ton compte, dans ton profil LinkedIn, derrière toi, tu as l'affiche du film Goliath, que nous recommandons, où tu dis toi-même que ça raconte ton quotidien ainsi que le quotidien d'autres personnes qui essaient de lutter contre ces pollutions-là, ce film. On va parler donc de perturbateurs endocriniens. Quelles en sont les causes, d'où ça vient, que sait la science des conséquences de la dispersion de perturbateurs endocriniens un peu partout dans la biosphère? Quelles sont les conséquences dont on est sûr, les conséquences qu'on soupçonne? On va faire un petit tour d'horizon avec toi. Aussi l'occasion de parler de pesticides, dont le glyphosate, lui aussi soupçonné d'être éventuellement un perturbateur endocrinien, mais perturbateur endocrinien ou pas, le glyphosate pose certains problèmes et on va pouvoir aussi rebondir sur l'actualité réglementaire autour de ça. Voilà, j'en ai fini pour mon intro. Si ce n'est, vous auditeurs, vous pouvez suivre tous mes contenus sur le site www.planb.info avec un S à plan. Pour raison environnementale, nous vous conseillons de suivre la version podcast de cet entretien. Et si vous voulez contribuer modestement financièrement à mon travail, j'ai un compte Tipeee. J'en ai terminé, Tania. Je te laisse voilà, introduire comme tu veux sur le sujet que tu veux et je rebondirai, euh, j'espère, à bon escient. Merci Cyrus. Donc tu as bien planté le décor, je te remercie. Donc effectivement, moi je suis aujourd'hui, je fais un petit peu le même travail que toi. Je suis aussi enseignante à la fac, notamment à la fac de médecine, sur ces sujets de médecine environnementale. Et l'idée, en fait, c'est de vous expliquer, de vous défricher un petit peu le terrain aujourd'hui pour comprendre un petit peu tous ces enjeux. Donc, le terrain sur lequel tu n'es pas trop allé, effectivement, et qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est la santé, en fait. C'est faire le lien entre l'environnement, tous les environnements qui nous entourent, et la santé, et les impacts sur notre santé, qu'elle soit sur la santé des humains, mais aussi sur la santé des végétaux, des animaux, et vous allez voir que tout ça est très, très, très lié et très en lien. L'OMS a défini la santé, tout le monde connaît bien cette définition, hein, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et puis, donc ça c'est assez ancien, et l'OMS a aussi défini ce qu'est la santé environnementale. Et là, on va élargir un petit peu le champ d'action, c'est-à-dire que la santé environnementale va comprendre les aspects de la santé humaine, bien sûr, mais aussi la qualité de vie, euh, des déterminants physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Mais ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on a aussi une notion de effet sur la génération actuelle, mais aussi potentiellement sur les générations futures. Et c'est là, en fait, que ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous croisez un virus dans la rue, vous êtes malade assez rapidement, soit immédiatement, soit dans les 24 à 48 heures. La santé environnementale, c'est un peu plus compliqué parce que les facteurs environnementaux peuvent avoir des effets à beaucoup plus long terme. Et donc, soit vous allez avoir une pathologie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, soit vous n'aurez vous-même pas de pathologie, mais vous allez exposer
votre progéniture qui, elle, va peut-être développer une pathologie alors qu'elle n'aura jamais été exposée à ces facteurs environnementaux. Donc voilà, ça c'est une notion qui est différente, qui est nouvelle et qu'il faut vraiment garder en tête. On parlait de santé environnementale, mais il n'y a pas aujourd'hui il y a plusieurs concepts en fait qui, à mon sens, se rejoignent complètement. La santé environnementale, c'est les effets sur la santé humaine. Il y a le concept de One Health, une seule santé en français, qui lui va mettre le lien, va faire le lien entre les écosystèmes humains, végétaux et animaux, et qui explique que effectivement tout est lié, la santé des uns est liée à la santé des autres. Et ce concept, en fait, il est parti, euh, il est né en fait du fait de l'émergence des zoonoses, donc les maladies des animaux qui sont transmises à l'homme. Et puis, si on dézoome encore un petit peu, on va aller plutôt sur le concept de santé planétaire, où là, on va introduire des notions sociales, des notions justement d'inégalité sociale, et on va vraiment regarder les choses encore plus largement. Mais en réalité, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, finalement, tout se rejoint. Moi, j'aime pas trop les batailles de concepts. Je pense qu'on parle tous la même langue et notre objectif à tous, c'est de se dire qu'on veut tout faire pour que la planète soit dans le meilleur état possible et que l'avenir soit le plus sain et le plus vivable possible. Sur la santé environnementale, dans des épisodes précédents, on a reçu ici Jean-David Zetoun, Mhm. biologiste, Dorothée Moisan, sur la question plus Oui, spécifique des plastiques. Et l'un comme l'autre, et ils n'ont rien inventé, ils s'appuient sur de la science, font remarquer que les pollutions en fait, provoquent déjà beaucoup de décès, beaucoup de maladies. Alors, le changement climatique, l'idée n'est pas d'opposer les deux. Le changement mhm. climatique provoque aussi beaucoup de dégâts matériels, hein, de manière très Oui, importante, ce qui est moins le cas des pollutions chimiques, on va dire. Beaucoup de dégâts matériels, des déplacements de population, des pertes de récoltes, des pertes économiques importantes, des morts, bien qu'en proportion moindre que les pollutions chimiques, et c'est là que je voulais en venir. On parle de deux sujets qu'il ne faut surtout pas opposer, mais on peut être surpris du fait que les pollutions recueillent moins d'attention, alors que déjà aujourd'hui, elles provoquent sans commune mesure plus de oui, morts et de maladies que le changement climatique, qui en provoquera peut-être davantage demain, on l'espère pas, mais voilà. Euh, et donc voilà, Jean David notamment mettait l'accent sur les pollutions de l'air, oui. Dorothée sur les microplastiques et notamment les multiples maladies provoquées. Donc sur la santé environnementale, oui, effectivement, on est assez clair sur ce que ça signifie. Si on fait un zoom sur les perturbateurs endocriniens, est-ce que tu pourrais peut-être... Alors intuitivement, je pense que chacun voit un petit peu ce que c'est, mais formellement, comment on pourrait définir ce que c'est? Alors, avant de les définir, je reviens sur les remarques que tu viens de nous Ouais. partager. Effectivement, il y a un vrai delta en fait entre la prise de conscience potentiellement des pollutions chimiques et du changement climatique. Mais il faut savoir qu'en fait les deux se rejoignent. Il y a énormément de maladies ou de pathologies qui sont liées au changement climatique, mais qui sont aussi liées en parallèle à une pollution chimique. Et on n'a pas tendance à faire le lien en fait entre les deux. Les impacts sanitaires du changement climatique, ben, on les connaît assez facilement quand on voit les, 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 les événements atmosphériques, ou en tout cas voilà, les tempêtes, les inondations, les feux de forêt, etc. Mais ça va aussi avoir des effets, la crise climatique va aussi avoir des effets sur notre santé. Euh, Plus de maladies infectieuses, on a beaucoup plus de maladies cardiovasculaires et on sait qu'elles sont en partie liées à cette émergence, enfin en tout cas à cette crise climatique. Des maladies liées forcément à l'exposition cutanée aux rayons UV, puisqu'il fait de plus en plus chaud et de plus en plus, entre guillemets, beau, même si je mets bien des gros guillemets à beau. Des naissances prématurées, des maladies respiratoires, des maladies liées à la malnutrition, des stress post-traumatiques, forcément après une tempête ou des inondations, des feux de forêt. On a des vrais traumatismes. Et puis, effectivement, des stress qui sont liés aux différences thermiques sévères, très haut ou très bas. Ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est complètement en lien en fait. Et là, pour le coup, c'est de la santé. Si on revient aux perturbateurs endocriniens, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que, euh, comme ont dû certainement le dire mes collègues que tu as cités, en fait,
Notre environnement a profondément changé en moins de 100 ans. On est à peu près le même organisme, hein, si on devait se revoir dans une grotte ou si on se voit maintenant dans notre environnement quotidien, chez nous, à la maison, etc. Et on est entouré de milliers de substances chimiques en permanence. En fait, on vit dans un espèce de bain chimique. Et tu as très justement dit au tout début de ton introduction que la difficulté, c'est que tout ça, ça ne se voit pas, c'est invisible. Et tout l'enjeu est de rendre visible l'invisible. Et justement, ces pollutions chimiques, bah, clairement, elles sont invisibles. Alors, les Français commencent quand même à se poser des questions et à s'inquiéter. Quand on regarde les baromètres, les enquêtes de satisfaction, ou en tout cas, enfin, pardon, pas les enquêtes de satisfaction, les enquêtes pour connaître un petit peu euh, l'état des Français sur cet environnement chimique, eh bien, les résultats sont assez intéressants, puisqu'il y a quelques années, on n'avait pas beaucoup de réponses, enfin, pas beaucoup de Français qui nous disaient qu'ils étaient préoccupés. Aujourd'hui, on a plus de 80% des Français qui sont préoccupés dans les différents baromètres que l'on peut retrouver. Et bah, ils sont un peu perdus parce qu'ils sont préoccupés, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils comptent sur les soignants pour les aider. Donc c'est aussi pour ça que moi je forme des soignants, parce qu'en fait les soignants ne sont pas formés pendant leur formation initiale, et donc l'idée c'est de leur donner des informations pour qu'eux-mêmes puissent les transmettre à leurs patients. Mais voilà, donc l'idée c'est qu'on vit dans un espèce de bouillon chimique, et en fait ce qu'il y a, c'est que comment dire, au-delà de la pollution chimique, on a aussi déterminé ce qu'on appelle un exposome. L'exposome, en fait, ce sont tous les facteurs auxquels nous sommes exposés tout au long de notre vie, donc du premier jour au dernier jour. Et cet exposome ne s'arrête pas uniquement aux pollutions chimiques, il va aussi englober les pollutions physiques, biologiques et psychosociales. On revient encore à cette notion de psychosocial qui est très importante aussi dans l'exposome, parce que le stress, c'est une exposition environnementale, hein, aussi. Voilà. Et donc, quand on définit cet exposome, eh ben, c'est très large en fait. C'est vraiment très très large. Et c'est pour ça que il est très difficile de caractériser les différentes choses auxquelles nous sommes exposés, parce que justement, comme tu le disais, c'est assez pléthorique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on se penche un peu plus sur on va dire tout ce qui va être chimique, il y a pas mal d'études, hein, notamment de Santé publique France, qui sont publiées, qui ont été publiées, et puis d'autres sont en cours de publication, notamment une que je vous invite à aller regarder, qui s'appelle l'étude Esteban, qui est publiée, en fait les résultats sont publiés sous forme de volets, de manière régulière. On a eu le volet exposition aux perturbateurs endocriniens, pesticides et on va dire pollution plastique en 2019. On a eu un volet sur l'exposition aux métaux en 2021. Et puis voilà, comme ça, régulièrement, les données sont analysées et communiquées. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tous les Français sont imprégnés. Dès qu'on va chercher une imprégnation à une molécule, eh bien, on a une imprégnation sur 100% des Français. Et ce qui est intéressant, et ce qui est un petit peu malheureux, c'est qu'en fait, les petits bouts de chou, les enfants, sont plus imprégnés que les adultes. Et ça, Comment ça se fait? alors, justement, on le sait aujourd'hui, en fait, c'est que les petits, en fait, sont immatures par rapport à nous, les adultes. Immaturité respiratoire, immaturité digestive, immaturité immunitaire. Donc, tout ça fait qu'ils sont plus exposés comment dire, ils vont être plus imprégnés que nous avec une même exposition. Et puis, rappelle-toi, quand tes enfants étaient tout petits, en fait, ils mangent beaucoup plus que nous, ils ont une fréquence respiratoire qui est beaucoup plus rapide que la nôtre. Donc, à une même exposition, en fait, ils vont être plus imprégnés parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec l'exposition dite. D'accord? Et puis, une troisième caractéristique, les enfants ne marchent pas au tout début, ils crapahutent à quatre pattes, et donc ils sont beaucoup plus près du sol que nous. Or, on sait que beaucoup, notamment de molécules issues comment dire, des pollutions de notre environnement quotidien à la maison, en fait, vont se déposer sur le sol et vont se mélanger avec les poussières. Et donc, forcément, quand tu as un petit bout de chou
que tu es à quatre pattes par terre, donc tu es plus près du sol, donc tu vas plus les respirer, et puis les enfants mettent tout à la bouche. D'où l'imprégnation beaucoup plus importante des enfants que des adultes pour une même exposition. Et ça, c'est retrouvé un petit peu partout dans le monde. Hmm. Ah non, ben, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, je connaissais pas ce fait, même si ça paraît logique une fois que Ça tu en paraît parles. évident en fait, Ça paraît évident maintenant que tu mais en on ne parles, oui, pense oui. pas, Ouais, ouais. simplement. Juste, au passage, je pense qu'on a oublié de définir ce qu'est un perturbateur endocrinien, mais donc si tu peux l'exposer, mais aussi dire d'où ça vient, parce que quelqu'un comme moi, il a l'impression que ça vient d'un peu partout, les téflons, les biberons, les sacs en plastique, les tickets de carte de caisse, enfin, mais est-ce qu'on peut cerner un peu de, voilà, une des sources. Bon, je te laisse développer là-dessus. Ouais, Euh, alors effectivement, les perturbateurs endocriniens, si on doit les définir, on va essayer de donner une définition assez simple. Ça va être une substance ou un mélange de substances qui va altérer les fonctions du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est notre système hormonal. Donc c'est un système qui est absolument central dans notre fonctionnement et dans comment dire, l'élaboration de notre santé. En fait, le système hormonal, c'est quoi? En fait, les hormones, c'est des messagers qui se baladent dans notre corps et qui donnent des ordres à nos organes cibles. Donc tous les organes qui ont besoin de ces messages, forcément vont être la cible des perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens, ils peuvent induire des effets néfastes sur un organisme ou, comme on l'a vu dans la définition de la santé environnementale, chez sa progéniture. D'accord? Donc on a des choses qui sont exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, qui ont un effet néfaste et qui vont avoir une interaction avec le système endocrinien. Le système endocrinien, le système hormonal, ça va toucher tout ce qui va être lié à nos hormones. Donc on a, je ne sais pas, comme vous n'êtes pas forcément, comment dire, à l'aise avec tout ce qui est médical, mais on a la glande thyroïde, on a les glandes surrénales, le pancréas, tout ce qui va être lié aux organes sexuels, donc les ovaires, les testicules, et puis on a aussi tout ce qui va être lié au cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus. D'accord? Et en fait, ces perturbateurs endocriniens, ils vont mimer nos hormones naturelles. Donc comme ils vont les mimer, ils peuvent donc les mimer, donc les remplacer, ils peuvent aussi les bloquer, ou alors ils peuvent gêner le fonctionnement, c'est-à-dire accélérer ou freiner des processus qui auraient été normaux sans l'introduction de ces perturbateurs endocriniens-là. Donc tu imagines bien que le fait d'aller perturber notre système hormonal, ça peut avoir énormément de conséquences au niveau des pathologies potentiellement déclenchées par ces expositions. Et aujourd'hui, c'est encore une information, une grande étude de la littérature qui a été faite par Santé publique France, qui a été publiée, qui s'appelle l'étude PEPS-PE, et qui en fait montre les niveaux de preuve suffisants, plausibles, insuffisants ou non documentés de l'exposition à des perturbateurs endocriniens et les pathologies qui sont associées. Et aujourd'hui, on a de plus en plus malheureusement de pathologies qui passent dans le niveau de preuve suffisant parce qu'on a suffisamment de littérature pour pouvoir affirmer cela. Et notamment, on a l'endométriose, les malformations des nouveau-nés comme les cryptorchidis ou les hypospadias. Alors les cryptorchidis, ce sont les testicules chez les petits garçons qui ne descendent pas. Et l'hypospadia, c'est une malformation du pénis aussi. On a évidemment des effets, des issues sur la grossesse, comme des naissances prématurées, des troubles du comportement chez l'enfant, des baisses de QI, des maladies auto-immunes. Enfin bon, voilà, la liste est malheureusement assez longue. Et donc, L'obésité infantile. alors l'obésité infantile en fait partie, alors l'obésité de manière générale, mais l'obésité infantile aussi en fait partie. Et c'est bien, tu vois, c'est compliqué en fait pour quelqu'un de se dire que une obésité peut être liée à une exposition parce que l'effet n'est pas immédiat. D'accord? On a la même problématique, moi qui ai longtemps travaillé dans un service de cardiologie à l'hôpital à Paris. Euh, c'est compliqué de se dire que c'est parce que j'ai fumé pendant 10 ans que je vais faire un infarctus. Alors aujourd'hui, maintenant, les gens commencent à comprendre ça et c'est assez, enfin voilà, c'est assez posé comme connaissance. Mais sur les perturbateurs endocriniens, c'est tout à fait nouveau, entre guillemets.
même si quand même Rachel Carson a commencé à en parler dans les années 60. Donc c'est pas si récent que ça, mais c'est beaucoup plus récent qu'on s'en préoccupe au niveau de la population générale. Ouais, pour poursuivre sur cet exemple d'obésité, c'est vrai que honnêtement, ce n'est que récemment que j'ai eu à l'esprit, entre autres grâce à toi, il me semble, mais très récemment, que l'exposition aux perturbateurs endocriniens pouvait faire partie des causes, voire serait une cause majeure de l'obésité dès Mm. 5 ans. Et j'avoue qu'avant ça, je recherchais plutôt, alors moi, grand public, hein, très modestement, qui essaie de comprendre le monde, je recherchais les causes sur une mauvaise alimentation, Mm. manque d'activité physique, donc voilà, avec une responsabilité qui reposerait plutôt sur les épaules, malheureusement, des parents, en me disant, bon, bah quand même, en maternelle, les enfants ne mangent pas si gras, si sucré, donc qu'est-ce qu'ils mangent à la maison qui pourrait provoquer ceci, cela. Donc là, si je comprends bien, toute ma recherche et tout mon raisonnement était complètement faux. C'est-à-dire, s'il y a une explosion, parce qu'on parle bien d'une explosion récente, hein, il me semble, Mm. de l'obésité infantile, enfin, ça peut être difficilement attribué juste à voilà, manger un peu trop de Kinder Bueno à la maison, enfin, et manquer d'activité physique et trop d'écran. Et moi, je recherchais les causes plutôt de ce côté-là, mais si je comprends bien, je me fourvoyais, non, enfin, Alors, euh, on va dire que c'est un peu caricatural, entre guillemets, comme réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, l'obésité aujourd'hui, c'est une pathologie qui est plurifactorielle. Il peut y avoir un déséquilibre de la balance énergétique, mais c'est pas la seule cause. Et la sédentarité n'est pas la seule cause non plus. Et rassure-toi, tu n'es pas le seul à penser ça, parce que même parmi les soignants, on a cet écueil qui est malheureusement très présent. Et comment dire, les raisons enfin, les raisons à l'origine des obésités, notamment pédiatriques, sont beaucoup plus larges et beaucoup plus diverses que juste un déséquilibre de la balance énergétique et la sédentarité. Et les facteurs environnementaux en font partie. Alors, pareil, au sens très large, les facteurs sociaux. euh, Tu parlais de manger plutôt pas mal, mais qu'est-ce qu'ils mangent vraiment tes enfants à la cantine ou nos enfants à la cantine? Aujourd'hui, en France, nos enfants sont largement exposés aux perturbateurs endocriniens lorsqu'ils mangent à la cantine, parce que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cantines, on leur sert de la nourriture ultra transformée, donc qui va contenir des additifs, des perturbateurs endocriniens. Et surtout, malheureusement, même quand c'est de la nourriture qui n'est pas ultra transformée, il y a souvent des barquettes en plastique qui ont servi à stocker les repas, les garder au froid, puis les réchauffer à même ces barquettes en plastique. Et aujourd'hui, à la maison, tout le monde sait à peu près qu'il ne faut surtout pas réchauffer ses repas dans des boîtes en plastique d'une marque que je ne citerai pas, mais il y a plein d'autres marques. Et en fait, à la cantine, on leur fait ça tous les jours. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça revient aux particularités des perturbateurs endocriniens. En fait, en médecine, on nous apprend que c'est la dose qui fait le poison. C'est Paracels qui a dit ça. Donc, plus tu vas mettre d'un poison, plus tu es sûr de tuer ton voisin. Ok. Les perturbateurs endocriniens, ça marche pas du tout comme ça en fait. Ils fonctionnent pas du tout comme ça. Ils vont avoir des courbes qu'on appelle non monotones, c'est-à-dire on va avoir des courbes en cloche, des courbes en V ou des courbes comme ça, un peu sinusoïdales. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables d'agir très fortement à des doses extrêmement faibles, et puis avoir une action très faible à des doses qu'on aurait l'habitude de regarder en toxicologie, et puis réagir très fort à des doses plus fortes. Enfin voilà, c'est très compliqué, c'est ce qui les rend compliqués justement à étudier et analyser. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, le fait que ces perturbateurs endocriniens n'aient pas de courbe dose-réponse linéaire, en fait, il faut vraiment changer de paradigme et se dire que c'est pas forcément la dose qui va faire le poison, mais l'exposition. Donc, même si tu es exposé à des doses extrêmement petites, du nanogramme, hein, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à des doses de cet ordre-là, mais si tu es exposé régulièrement, comme par exemple à tous les repas, ou même si c'est chaque midi ou chaque soir, eh bien c'est l'exposition qui va faire le poison. C'est plus la dose, mais l'exposition. D'accord? Et puis la deuxième particularité de ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'en fait, ils vont être beaucoup plus puissants
nous allons être plus vulnérables à ces molécules-là à certains moments de la vie. La grossesse en fait partie, et la petite enfance en font partie, l'adolescence aussi. En fait, tu vois que c'est les points communs de ces trois moments clés, en fait, c'est des bouleversements hormonaux. Et comme on a vu qu'ils vont agir sur le système hormonal, bah forcément, c'est un moment clé pour qu'ils puissent suragir par rapport à d'autres moments de la vie. Je ne dis pas que quand on est adulte et qu'on est exposé à des perturbateurs endocriniens, il n'y aura pas de conséquences. Je dis juste que les conséquences risquent d'être beaucoup plus importantes lorsque l'on y est exposé pendant ces périodes que l'on appelle périodes de Ouais. vulnérabilité. Et puis de toute façon, les publics vulnérables que tu cites, hein, donc si je comprends bien, femmes enceintes, jeunes enfants, adolescents, de toute façon, ils baignent dans le même environnement que les autres, donc on ne va Tout à pas fait. les séparer dans un autre environnement. Enfin, Voilà. D'où euh, l'importance de les protéger, particulièrement pendant ces périodes-là, ouais. puisqu'on sait que l'effet peut être beaucoup plus important lorsqu'il y a une exposition pendant ces périodes-là. C'est pour ça que on a des campagnes qui s'appellent la campagne des 1000 jours. Les 1000 jours, en fait, c'est un concept, enfin c'est pas un concept, hein, c'est une réalité, c'est une durée entre le premier jour où le fœtus est, donc la fécondation, donc la création d'un fœtus, et à peu près les 2 ans d'un enfant. On considère que cette période, c'est une grosse période de vulnérabilité, et donc plus on va protéger les femmes qui sont en souhait de grossesse ou enceintes jusqu'au petit bout de chou jusqu'à 2 ans, eh bien, on se donne beaucoup plus de chances de ne pas développer des pathologies plus tard dans la vie. Peut-être que vous avez entendu parler de cette campagne des 1000 jours qui a été lancée par Santé publique France. Euh, voilà, on va dire c'est un premier pas. Donc c'est pour ça que protéger les femmes enceintes, les petits bouts de chou, ça fait sens en fait, parce qu'on sait que c'est une période clé. Et donc limiter notre exposition pendant cette période clé a vraiment un impact positif sur la santé future. Alors, ça veut dire quoi limiter l'exposition? Parce que, alors, à t'entendre et en général en se documentant, on a l'impression que ces polluants sont un peu partout, que c'est hors de contrôle, que quoi qu'on fasse, on y sera exposé. C'est dans la nourriture, c'est dans les emballages, c'est dans les biberons. Bon, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour s'en protéger? Alors, tu as raison, il y en a un petit peu partout, effectivement, mais il y a plein de choses sur lesquelles on a la main, en fait. Et donc l'idée, c'est d'avoir en tête, justement, où sont ces expositions que l'on peut s'éviter, et évidemment lâcher prise sur celles pour laquelle on n'aura pas la main. Aujourd'hui, on sait qu'on a 100 000 décès prématurés par an en France à cause de la pollution de l'air. Bon bah voilà, tu vas pas filtrer l'air extérieur, c'est pas possible. Tu peux faire des choses à l'intérieur de chez toi, mais à l'extérieur, à part déménager dans un coin de France où la pollution de l'air va être inférieure, mais peut-être qu'il y aura une autre pollution qui va être supérieure. Enfin voilà. Après, c'est un. Voilà, là, ce qu'on peut faire pour ce que tu dis, c'est lutter pour des normes anti-pollution Voilà, provenant là, c'est plus ouais, dans des nos mains voitures, de du manière chauffage. individuelle. Mais Voilà. c'est autre chose, ouais. Ouais, ouais, ok. Voilà, tout à fait. Si tu veux, il y a deux niveaux. Il y a le niveau réglementaire, qui aujourd'hui, à mon sens, ne nous protège franchement pas suffisamment. Il y a des réglementations qui existent, mais qui ne sont pas forcément appliquées aussi, ça il faut le dire, notamment pour la pollution de l'air. La France a été condamnée hein, par le Conseil d'État à plusieurs reprises sur le fait que ben, il n'y a pas d'action pour améliorer la pollution de l'air. Enfin voilà, si on creuse, on va en trouver quand même plusieurs comme ça. Donc, il y a le niveau réglementaire et le niveau politique, et puis il y a le niveau individuel, et c'est là-dessus que nous, on peut avoir la main. Alors évidemment, le niveau politique, on peut avoir la main aussi, puisque quand on vote, on fait des choix normalement éclairés. Et puis il y a le niveau individuel. Donc c'est vrai que dans notre environnement, on va dire quotidien, mais ça peut être aussi dans notre environnement professionnel, au bureau par exemple, il y a plein de petits gestes, des petits changements que l'on peut mettre en œuvre pour justement limiter nos expositions. On parlait des petits bouts de chou, des femmes enceintes, etc. Tu parlais de biberons. Bah, aujourd'hui, on sait que les seuls biberons qui sont inertes, en fait, qui ne vont pas favoriser la migration de molécules néfastes dans ce qu'ils vont contenir, bah, c'est les biberons en verre et les biberons en inox. D'accord. Hmm. Tous les autres biberons, qu'ils soient en plastique, faits à partir de pétrole,
en plastique biosourcé, sans bisphénol A, etc., etc., ceux-là, on sait qu'ils vont tous potentiellement avoir des risques de migrer dans le lait qui est dedans. Euh, Petit aparté, le bisphénol A, la France a été un précurseur, puisque la France a interdit le bisphénol A dans les biberons. Alors, la loi a été votée en 2012 de mémoire ou 2011, je ne sais plus, et appliquée un petit peu plus tard. Et puis, l'Europe a suivi en 2015. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que, ok, il y a eu des biberons qui sont sortis en plastique sans bisphénol A. Le problème, c'est que les industriels l'ont remplacé à la hâte par d'autres bisphénols. Et on connaît aujourd'hui, Dorothée a dû t'en parler, la nocivité au moins équivalente, voire potentiellement pire, des autres bisphénols qui ont remplacé, qui ont substitué le bisphénol A. Hum, Donc, hum. quand on sait qu'un matériau est inerte, bah pourquoi s'en priver, en fait, tout simplement. Quand on était petit, nous, alors peut-être moi plus que toi, mais nos mamans avaient des biberons en verre, et le plastique est arrivé vraiment en masse dans les années fin 70, début 80. Donc, si tu veux, revenir à des biberons en verre, c'est pas revenir en arrière, c'est se protéger. Mhm. Et au-delà de sensibiliser aux petits gestes, et j'imagine que ça va bien au-delà des seuls biberons, même si bon, bah, Oui, c'est bien un objet auquel on est très exposé quand on est bébé, c'est quand même le biberon, mais il y en a d'autres, j'imagine des jouets, enfin tout un tas oui. d'emballages, etc. Bon. Au-delà de ça, qu'est-ce qui empêche, parce que sensibiliser tout le monde le temps que voilà, ce soit mis en œuvre, et bon, ça demande quand même un certain niveau d'information, tout ça. Quid de juste interdire ces produits Enfin voilà, si on est dans une crise sanitaire, parce que si je comprends bien, en fait on est dans une crise sanitaire à bas bruit, mais qui Mm. provoque quand même, alors encore, je pense que tu n'as pas forcément parlé de cancer, bon, c'est quand même On peut grave, en le coup parler. Bah, est... ça, ça fait partie de la liste que j'ai commencé Ouais, à, ouais, et elle serait à encore vous longue. partager tout à l'heure. Les cancers, notamment les lymphomes et les leucémies chez l'enfant, font partie des pathologies qui ont un niveau de preuve suffisant aujourd'hui, Ouais. notamment avec des expositions aux pesticides, etc. Donc Ouais. Puis voilà, il y a un vrai infertilité, sujet. on n'a pas parlé d'infertilité, enfin, donc, la Oui, concentration de spermatozoïdes a été divisée par deux en, je sais pas quoi, 30, 40 une ans, trentaine d'années, ouais. Mm. trentaine d'années. Enfin, la liste est longue et on met bout à bout chacune de ces conséquences qui se chiffrent en milliards, voire dizaines de milliards à l'échelle de la France. On se dit quand même, on Mm. n'est pas que dans une crise sanitaire, mais on est dans un truc coûteux. Donc, quid de légiférer à vaste échelle pour, en fait, en quelque sorte, revenir un peu au même produit qu'il y a une quarantaine d'années où il n'y avait pas toutes ces saloperies qui. Voilà, donc agir à la source, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah ça c'est le rêve en fait, c'est le Graal, c'est-à-dire tu vois par exemple on parlait du bisphénol A, le bisphénol A il a été interdit mais il a été remplacé par d'autres bisphénols. Et en fait on connaît la famille des bisphénols, les toxicologues les connaissent très bien, il y a je sais plus c'est une vingtaine ou une trentaine, moi je les appelle les cousins. En fait ce que nous on voudrait c'est qu'on ait des interdictions de famille. C'est-à-dire qu'on interdit le bisphénol A, mais on interdit tous les autres bisphénols. On a exactement la même problématique avec les phtalates. Les phtalates, ce sont des plastifiants en fait, qui assouplissent le plastique. Donc plus ton plastique est souple, plus il va contenir des phtalates. D'accord. Les phtalates, ils sont reconnus pour certains d'entre eux comme étant des perturbateurs endocriniens avérés. D'accord. Donc comme on sait qu'il y en a certains qui sont perturbateurs endocriniens, on se dit bah, que les autres, ils sont pas loin de l'être. Et donc c'est pareil, il y a eu des demandes au niveau européen d'interdire les phtalates, mais la famille des phtalates. Et aujourd'hui, on est face à des refus en fait. Euh, on a le problème de la substitution. Par quoi on les remplace? C'est toujours la même problématique. Les plastiques, aujourd'hui, vous avez dû largement en parler avec Dorothée, mais les plastiques, il y en a partout autour de nous. Euh, donc on peut limiter nos achats, on peut faire plein de gestes. Alors on parlait de l'alimentation, on peut parler des vêtements aussi, les vêtements en fibres naturelles comme le coton, le lin, le chanvre, la laine. Là, ça ne contient pas de plastique, mais dès que vous achetez quelque chose qui est en polyester ou en nylon, en fait, ça, ce sont des fibres fabriquées à base de pétrole. Donc ça, c'est aussi de la pollution chimique, de la pollution plastique. D'accord. Et il y a plein de gens, en fait, qui ne savent pas que le polyester et le nylon, c'est du pétrole, en fait, qu'ils portent sur eux. Donc,
un conseil tout bête, tout simple que l'on peut donner aujourd'hui peut-être à tes auditeurs, c'est de préférer d'acheter, de faire des choix plutôt d'aller vers des fibres naturelles qui ne vont pas contenir ce pétrole qu'on va se mettre à même la peau en fait. Hmm. Voilà. Je sais que c'est compliqué, il y a plein de choses qui sont très compliquées à substituer, mais petit à petit, on peut aussi y arriver. On n'est pas obligé de tout changer sa garde-robe du jour au lendemain, hein, c'est évidemment pas l'objectif. Mais voilà, la prochaine fois que vous devez acheter par exemple un t-shirt, est-ce qu'il va être 100% coton ou est-ce qu'il va être 50% coton, 50% polyester? Regardez, lisez les étiquettes, un peu comme on vous conseille de lire les étiquettes alimentaires. Pour les vêtements, c'est un petit peu le même principe. Il existe aussi des labels pour avoir des produits qui soient sains, parce que au-delà de la fibre, on a aussi les colorants qui vont être utilisés. Comment, par exemple, les jeans, est-ce qu'ils ont été blanchis? Comment ils ont été blanchis? Est-ce que ça a utilisé combien de milliers de litres d'eau? Voilà. Et en fait, tout ça, ça a un impact aussi. Donc, je trouve qu'on sous-estime beaucoup aussi le monde de la mode, en fait, des vêtements, etc. Y a un vrai sujet hein, sur ça. Il y a des mouvements comme la slow fashion qui existent depuis quelques années. Donc, je vous invite à aller regarder aussi sur certains sites. Voilà, il y a des marques plus éthiques que d'autres, largement plus éthiques que d'autres. Et donc, on peut s'acheter des vêtements, beaucoup moins de vêtements, qui vont être beaucoup plus solides, beaucoup plus durables, plutôt que d'aller vers ce qu'on appelle la fast fashion, où vous achetez quelque chose de pas cher, mais qui a été fabriqué dans des conditions absolument abominables pardon, au niveau social, mais aussi au niveau environnemental, et qui en plus sont de piètre qualité, donc ça vous oblige à en racheter très régulièrement, Mhm. alors que si vous achetez quelque chose qui a été fait de manière beaucoup plus vertueuse, votre t-shirt il va tenir 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous n'aurez pas besoin de surconsommer. Hmm. Euh, Prolonger sur la question des lobbies avant de passer à celle de l'actualité sur le glyphosate. Voilà, on a parlé en intro du film Goliath, alors que moi Goliath. j'ai vu assez récemment. À certains égards, je trouvais peut-être un peu caricatural en me disant non, quand même, pas à ce point. Et puis en fait, des personnes comme toi me disent mais non, non, en fait, ça se passe vraiment comme ça, malheureusement. Comment dire on y voit vraiment des tactiques pour semer la confusion de la part des lobbies, mais un peu les mêmes recettes qui ont été employées par l'industrie du tabac, par l'industrie des énergies fossiles, ça l'est aussi pour l'industrie des chimiques, Oui. que ce soit sur les pesticides ou sur le plastique ou que sais-je, pour oui, semer la confusion. Alors, y compris en occupant Internet, en envoyant des bots, en envoyant, enfin voilà, souvent on se demande qui est derrière. Ben voilà, il faut avoir des soupçons sur qui est derrière Mm. certaines pratiques sur Internet. Ça apparaît pas dans le film, mais aussi on a des, comment dire, des sources, des articles qui attestent que des think tanks conservateurs américains sont aussi derrière des campagnes de diabolisation des écologistes. Voilà, un peu détourner l'attention, etc. Mm. Donc, il faut être très très prudent par rapport à tout ça. Ils sont très puissants, ils sont infiltrés enfin infiltrés, ils sont présents en fait, c'est même pas infiltrés C'est en ça, douce, présent. ils sont Mm. présents dans des réunions au sommet. Ces lobbyistes qui sont des professionnels hein, engagés par Oui. les industries pour porter certains messages, alors pour gagner du temps aussi. Donc parfois, sur une campagne de désinformation, on gagne 10 ans d'inaction. C'est ça. Donc on remet au calendrier grec. J'ai plus suivi ces histoires-là sur la question du climat et voilà ce qu'ont manigancé les pétroliers depuis 40-50 ans Mm. pour repousser l'action. Alors rien qu'avec le climato-scepticisme, ils ont gagné au moins 20-30 ans. Qui revient en force malheureusement en ce Non moment. seulement il revient en force, mais maintenant il y a aussi des campagnes de désinformation sur les solutions pour atténuer le changement climatique. Oui, Donc, tout à fait. je ne dis pas que les éoliennes, les voitures électriques, c'est 100% super, c'est des solutions parfaites, mais on va dire, enfin, c'est quand même mieux que, voilà, mieux que les énergies fossiles. Là aussi, des campagnes de Mm. désinformation, enfin, parfois hallucinantes. Ton vécu par rapport à ça, enfin, voilà, parce que les tactiques, je pense qu'on les connaît, les auditeurs, ils sont quand même assez informés, tout ça, on va pas faire un cours théorique là-dessus, mais Non. qu'est-ce que toi, tu as pu observer, quoi. Bah, alors, la fabrique du doute, elle est absolument présente et de manière transversale sur tous les sujets. Tu as parlé du tabac, euh,
les pesticides, l'alcool aussi, ça en fait partie, Le euh, sucre, je n'ai pas le cité. sucre. Le sucre, Voilà. il y a des vastes campagnes. Dès qu'on a comment dire, un début de piste de preuves scientifiques, on a la grosse artillerie derrière qui arrive. Et c'est là tout le problème est là, c'est-à-dire que la recherche, la recherche fondamentale et la recherche indépendante va très lentement parce que c'est difficile d'avoir des moyens, et l'industrie, elle, va très 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 vite. Et en fait, elle a toujours, malheureusement, une large longueur d'avance par rapport à la recherche. On parle des pesticides. Les pesticides, en fait, quand tu déposes enfin pas toi, mais quand une entreprise dépose un dossier pour avoir l'agrément pour pouvoir vendre un produit phytosanitaire, hein, enfin phytosanitaire, ça fait très joli, hein, mais en fait, voilà, c'est des pesticides, des herbicides, des fongicides. En fait, c'est à l'industriel de prouver et de donner des informations scientifiques. Donc le dossier, il est basé sur des données issues de l'industrie. Donc déjà, on peut se poser des questions par rapport à ça. Il y a une association qui s'appelle Génération Future qui a creusé ce sujet-là à fond et qui a mis justement le doigt sur toutes les problématiques et comment dire, les problèmes en fait de cette réglementation qui déjà les dés sont pipés dès le départ en fait. D'accord. Et puis, il y a effectivement cette fabrique du doute, c'est-à-dire que quand des chercheurs vont dire, bah voilà, je dis n'importe quoi, hein, tel fongicide est dangereux pour la santé, pour l'homme, pour les végétaux, pour les animaux, et ben, tu vas avoir l'industrie qui va sortir 10 études qui vont dire l'inverse. Et quand tu fais des recherches sur PubMed, et ben après tu dis, ah bah non, bah il y a 10 études qui disent non, une qui dit oui, bon bah en fait c'est pas grave quoi. Bah non, en fait, c'est que l'industrie, elle est très 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 riche et très puissante financièrement et a les moyens de se payer des études et d'orienter, on va dire, les résultats à sa convenance, entre guillemets. Hein. Et la recherche publique, elle, ben, ne va pas du tout à cette même vitesse-là. Donc on a toujours un écart entre la réglementation et la vitesse à laquelle va l'industrie. C'est valable pour les pesticides, c'est valable pour les plastiques. Les plastiques, les plastiques, c'est un sujet que je connais bien aussi. En fait, en 2018, une loi a été votée en France, s'appelle la loi Egalim, qui va interdire l'usage de ces fameuses barquettes en plastique dont je t'ai parlé tout à l'heure dans les cantines scolaires à partir du 1er janvier 2025. Eh bien, cette loi a été votée elle est passée en septembre et validée en octobre 2018, tu vois. Et en fait, très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, l'industrie de l'emballage a sorti des barquettes qu'ils ont dit être en bioplastique. Donc pour eux, ce n'était plus du plastique et donc le problème était réglé. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on se bat pour que la définition des plastiques inclue bioplastique et plastique pétrosourcé parce qu'aujourd'hui, les études scientifiques nous montrent clairement que les risques sont les mêmes. Parce qu'en fait, ce qui pose problème en fait dans les plastiques, c'est pas tant le monomère de plastique, c'est tous les additifs qu'on va Oui, mettre dedans. oui, les additifs qui donnent des propriétés comme la Voilà, souplesse, tu disais, les les phtalates. solvants, les colorants, les assouplissants, voilà, les Ouais, stabilisants, les antioxydants, un peu comme une recette l'industrie alimentaire ultra transformée. Hein, c'est vraiment les mêmes termes. Hein. Et en d'accord. fait, ce sont les mêmes additifs qui sont utilisés dans les biosourcés et les pétrosourcés. Et comme ce sont eux qui sont à l'origine des risques, bah en fait, le produit, il est aussi risqué pour la population que si c'est un plastique pétrosourcé, tu vois. Mais le problème, c'est que l'industrie bah, s'est engouffrée là-dedans et puis a fait croire que leur produit était super. Et donc, il y a énormément de cantines qui sont passées des barquettes pétrosourcées aux barquettes biosourcées en disant super, génial, j'ai éliminé le plastique, c'est super. En fait, pas du tout. Et donc, l'idée, c'est de revenir encore une fois, comme le biberon, à des matériaux que l'on sait être inertes et en plus réutilisables, qui ne vont pas fabriquer des déchets, parce que toutes ces barquettes, ce sont des déchets en fait à la fin du cycle. Et donc, encore une fois, l'inox, le verre, sont des matériaux inertes, durables et réutilisables. Donc, et en plus, c'est amortissable, ça coûte moins cher. Donc voilà, on a des solutions, on est tout le temps en train d'aller chercher
ou en tout cas espérer que la technologie va nous sauver, il y a plein de fois où la technologie, on n'a pas besoin de l'attendre, elle existe déjà. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut déjà s'appuyer, et ça en fait partie en fait. Ça aussi, le récit de la technologie qui va venir un jour et régler le problème, ça permet de gagner du temps aussi. Tout à Enfin, fait. les tactiques sont tellement multiples. Mm. Et effectivement, bon, à nouveau, je suis plutôt les histoires d'énergie fossile depuis des décennies, mais à t'écouter aussi, je me dis, ah oui, c'est quand même les mêmes recettes appliquées, C'est les mêmes. souvent par les mêmes acteurs, hein, parce qu'on parle au final, un petit nombre de multinationales, enfin, majors pétrolières et majors chimiques, qui sont plus ou moins liées entre elles, hein. Les uns sont les fournisseurs des autres. Oui. Donc voilà, pour pas les nommer, les Exxon, les Total, les BASF, les Bayer, tout ça. Enfin voilà, on parle quand même de gens qui sont connus, quoi. Mm. On voit de qui il s'agit, et c'est quelques industries qui, voilà, une fois qu'on règle le sujet de l'énergie fossile, des polluants chimiques, y compris pesticides, déjà on aura un peu avancé. Alors là-dessus, justement, pour poursuivre sur le glyphosate et l'actualité un peu brûlante, alors moi, j'ai quand même un peu de prudence là-dessus, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'il y ait des effets négatifs du glyphosate sur la santé et sur la biodiversité, je pense on a quand même pas mal de Oui. signaux, de preuves, d'études scientifiques, enfin il n'y a pas de doute. Là où je me pose la question, c'est dans les discussions réglementaires en cours, que je n'ai pas suivi avec détail, mais de ce que j'ai pu suivre, je reste quand même sur ma faim sur c'est quoi l'alternative qu'on proposerait aux agriculteurs, qui peuvent difficilement s'en passer. Le deuxième herbicide le plus utilisé, donc le prosulfocarbe, Ouais. n'étant pas forcément super non Mieux. plus, si j'ai bien compris. Mais aussi, on a un problème de fond, de modèle agricole, ne serait-ce, voilà, lorsqu'on est sur des grandes exploitations, telles que c'est le modèle non seulement dominant, mais le modèle qui se renforce, hein. On a des exploitations de plus en plus grandes, il y a de Mm. moins en moins de gens qui veulent faire agriculteur. Voilà, mécaniquement, c'est de moins en moins d'agriculteurs, des exploitations de plus en plus grandes, et donc pour le désherbage, c'est forcément la solution la plus rentable et la plus rapide, c'est le glyphosate. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu pris dans un cercle vicieux, et que voilà, en voulant d'abord interdire la substance sans avoir d'abord revu le modèle, enfin le serpent se mord un peu la queue. Mais voilà, c'est une Alors, vague. Ouais. ta question est tout à fait judicieuse. En fait, la solution, c'est de changer de système. On en revient toujours à la même conclusion, quels que soient les sujets. En fait, effectivement, il y a eu une concentration euh, des, des exploitations agricoles avec des domaines de plus en plus grands, qui a nécessité une mécanisation. Les industries se sont ruées là-dessus en vendant des semences. Alors, par exemple, les semences vendues par l'industrie sont des semences hybrides, c'est-à-dire que ce sont des semences stériles. Une fois que tu les as plantées, ton champ, je sais pas, tu plantes du maïs ou du blé, même si tu récoltes des blés de ton propre maïs ou blé qui a poussé, en fait, si tu les replantes, ça ne poussera pas. Donc tu es complètement lié à l'industrie. Et puis ces semences hybrides, en fait, elles sont souvent enrobées de produits pour les protéger. Euh, donc ces produits vont se retrouver dans le sol. Ils nécessitent aussi d'autres produits pour qu'ils ne développent pas telle ou telle pathologie. Et en fait, c'est tout le système qui est à revoir. C'est-à-dire que si on revient à des exploitations beaucoup plus petites, à un système, on va dire, plus paysan, à taille humaine, en fait, on a beaucoup moins besoin de cette mécanisation. On n'a plus du tout besoin, justement, et c'est l'objectif de ces semences. On a par exemple pour faire du pain, hein, le pain c'est un produit de base en France, on a donc tu as les semences hybrides où tu sais quand tu vas dans les champs, euh, le blé, tous les épis sont à la même taille, il n'y a pas un épi qui dépasse du champ. Et ça a été développé petit à petit par l'industrie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait que le blé soit à une certaine taille pour aller dans la moissonneuse. D'accord? Donc le blé n'a plus du tout une taille naturelle, il a la taille pour aller dans la moissonneuse. Alors que quand tu utilises des semences, on va dire, pas hybrides, donc des semences naturelles, le blé, il peut être aussi grand que moi, il peut faire 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, et c'est assez troublant. Et quand tu te balades dans un champ de blé
on appelle ça du blé de population, donc un mélange de semences. En fait, tu as des blés qui ont des couleurs différentes, des tailles différentes, des grains différents. Et là, tu vois la biodiversité, en fait, qui réapparaît. Et donc, pour répondre à ta question, pour se passer des produits phytosanitaires, en fait, il faudrait changer de mode de fonctionnement et de mode d'agriculture. Et c'est bien là le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la politique ne favorise pas ce passage à ce mode d'agriculture qui serait beaucoup plus vertueux pour l'environnement, mais aussi pour la santé, pour notre santé, celle des animaux, celle des végétaux et celle des humains. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des aides quand on fait de l'agriculture que je qualifierais de vertueuse, plutôt que quand on fait de l'agriculture conventionnelle. Et aujourd'hui, on sait que ces produits-là, enfin, en tout cas les produits phytosanitaires, tu parlais des pesticides, dans les expertises INSERM, ils sont quand même montrés du doigt pour être quand même potentiellement, avec un niveau de présomption assez élevé, responsables de quand même de pathologies très lourdes qui sont très coûteuses au niveau économique, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est surtout catastrophique d'avoir autant de personnes qui ont ces pathologies-là. Tu parlais Voilà, justement, est-ce que d'actualité. tu peux, alors pardon, effectivement, je suis passé un peu vite sur ce point en Oui. disant oui, oui, bon, c'est bon, on sait qu'il y a des effets sanitaires négatifs, mais effectivement, au-delà de mon commentaire café du commerce, j'essaie de dire, bon, c'est évident, enfin, il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux. Non, non, Bien euh, sûr. d'ailleurs, j'apprécie que depuis le début, tu cites vraiment tes sources, enfin voilà, c'est vrai travail, prudence, etc., de dire ça, on est sûr, ça, il y a des Ah bah oui, sourcils. on n'est pas là pour, comme tu disais, parler, on n'est pas au café du commerce, on parle de Ouais. preuves scientifiques établies, ou en tout cas avec des niveaux de preuves suffisants. Voilà, enfin, l'expertise INSERM, elle date de 2021. Mhm. En fait, la première a été faite en 2013 et elle a été revue en 2021. Donc ça, c'est la plus récente qu'on ait actuellement. On a des présomptions fortes avec 2 plus. Alors, ils sont très prudents, hein, l'INSERM, mais quand même, il y a 2 plus pour pas mal de pathologies, notamment chez l'adulte et chez l'enfant. Euh, et là, enfin voilà, quand on lit, je vous invite à aller regarder, il y a une synthèse qui est très bien faite, hein, qui est vraiment accessible au grand public. On n'a pas besoin d'être docteur en neurosciences pour comprendre ça. On a quand même les tumeurs du système nerveux central chez l'enfant qui ont une forte présomption, pardon, qui est liée en fait à une exposition aux pesticides sans distinction pendant la période prénatale. Là, on a une forte présomption. Les leucémies aiguës myéloïdes qu'on va retrouver chez l'enfant. Chez l'adulte, on a cancer de la prostate, lymphome non hodgkinien, les myélomes. On parlait de cancer tout à l'heure. Bon, bah là, voilà, je te cite les cancers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un truc qui est nouveau, en fait, que nous ont dit les chercheurs de l'INSERM. En fait, ils se sont rendus compte que les enfants avaient des niveaux d'anxiété assez élevés. Alors, on ne peut pas parler de dépression, on parle vraiment de niveau d'anxiété. Et il y a une forte présomption sur une exposition à des pesticides organophosphorés et aux pyrétrinoïdes. D'accord. Donc, enfin voilà, on a donc des effets neurologiques. Ok. Il n'y a pas que les cancers, il y a évidemment tout ce qui va aller vers les troubles du comportement aussi. Donc là, l'anxiété, on vient d'en parler, des altérations, des capacités cognitives, motrices, sensorielles. Alors ça, c'est plus lié à l'exposition aux organophosphorés. Les troubles du comportement, l'anxiété, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit c'est les pyrétrinoïdes. Ça, Euh, c'est pardon, l'exposition de populations particulièrement rurales qui vivent sur des champs agricoles ou à proximité, j'imagine, ou c'est d'autres publics également alors plus forcément, éloignés. ce sont ces publics-là qui sont les plus exposés. Hmm. C'est Ouais, d'ailleurs c'est sur comment dire, les publics euh, proches des exploitations ou les agriculteurs eux-mêmes qu'on a des preuves, enfin qu'on a le plus d'études en fait, tout hmm. simplement. Mais voilà, donc juste pour dire que c'est plus des petits soupçons, en fait, ce sont des fortes présomptions. Et en fait, en 2013, il y avait un petit peu, comme je t'ai raconté tout à l'heure, les niveaux de preuves suffisantes dans l'étude Santé publique France qui s'appelle PEPS-PE pour les perturbateurs endocriniens. Ben, on avait un petit peu la même type de classification pour l'expertise INSERM. Et en fait, en 2013, la différence avec 2021, c'est qu'en 2021, il y a
des présomptions qui étaient faibles qui sont passées à un niveau au-dessus, tu vois. Il y a eu des switches parce qu'on a de plus en plus de preuves et donc les présomptions, le niveau de présomption a augmenté en fait. Hmm. Donc, donc c'est un peu plus, c'est évidemment pas sûr à 100%, ce sont des niveaux de présomption, mais quand même, les niveaux, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles on a ces niveaux hauts de présomption, donc on ne peut plus fermer les yeux sur ces effets-là aujourd'hui. Ouais. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. On parlait d'actualité brûlante cette semaine. À la fin de la semaine, je ne sais plus si c'est le 12 et le 13 ou le 12 et 13 ou le 13 au niveau de l'Europe, les pays doivent décider si on réautorise le glyphosate pour encore 10 ans. Je disais tout à l'heure que des toxicologues alertent sur le fait que le glyphosate est quand même reconnu par le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, comme étant cancérogène probable depuis 2015, donc ça date pas d'hier, et pourtant aujourd'hui on remet ça sur la table des négociations et on se demande si on va pas le réautoriser pour 10 ans. Quand on voit les effets, notamment, je ne sais pas si vous êtes informé de ce jeune garçon, alors maintenant c'est un adolescent, mais qui a été exposé in utero au glyphosate près de Lyon. En fait, ils ont communiqué avec sa famille justement hier que comment dire, leurs démarches au niveau juridique ont été validées, c'est-à-dire que le glyphosate a été comment dire, reconnu comme étant très probablement responsable de ces malformations. Donc, encore une pierre de plus à l'édifice. Et nous, on se dit que potentiellement, on va autoriser 10 ans de plus cette molécule, alors qu'on a vu les effets absolument catastrophiques sur ce jeune garçon. Et c'est pas que lui, je prends lui comme exemple parce qu'il est très médiatisé, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des choix politiques euh, qui sont faits ou pas faits d'ailleurs. Notre président a expliqué, il me semble, c'était, je ne sais plus quand, c'était au mois d'avril, je ne sais plus quelle année, mais que son quinquennat serait écologique ou ne serait pas. Bah, aujourd'hui, pour l'instant, il n'est pas. Et Hmm. on attend qu'il le soit. Parce que ça a des impacts majeurs sur la santé de tous les écosystèmes. Ouais. Bon, c'est complexe parce que c'est un sujet qui touche profondément au modèle agricole qui est bon, dépendant aussi d'herbicides pour pouvoir assurer ces rendements-là. Je sais pas ce qui pourrait. Bah, honnêtement, je suis pas assez Alors, dans le dossier, mais juste pour, c'est au pardon, moins. Alors, parce que interdire d'un coup, c'est quand même. Enfin, faudrait que ce soit faisable, mais progressivement diminuer les doses pour au moins dans un premier temps avoir un usage raisonné. Donc, si je comprends bien, de l'ordre de 1 litre par hectare, ce serait déjà un premier pas. Surtout si dans certains cas aussi, ça permet de se passer de labour pour désherber. Donc, il y en a il y a des agriculteurs dits de conservation qui se passent de labour, ce qui a quand même des bénéfices agronomiques, mais qui sont tout à dépendants fait. du glyphosate. Tout ça, donc ça rajoute un niveau de complexité. Et puis après, bah, financer une recherche sérieuse sur les alternatives au désherbage chimique, quoi. C'est de ça dont on parle. Alors là, pour répondre à ta question, ou en tout cas ta réflexion, il y a l'INRAE Hmm. qui a publié cette année des propositions pour changer de modèle. Il y a plusieurs scénarios et tout est déjà dit en fait. Hmm. Entre guillemets, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Et la décision, elle est politique, encore une fois. Hmm. Mais je vous invite à aller regarder aussi cette expertise de l'INRAE, hein, qui date de, je crois que c'était juste avant l'été, de mémoire, où on a plusieurs scénarios, comment on peut se passer de ces produits phytosanitaires pour aller vers un modèle agricole vertueux pour l'environnement et puis co-bénéfice pour notre santé. Et donc, voilà, si tu veux, les chercheurs, ça fait longtemps qu'ils font des études là-dessus. C'est pas nouveau, c'est pas récent, mais on a tendance à un petit peu oublier qu'il y a des choses qui sont déjà publiées
qui sont très, 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 très intéressantes. Tu parlais du fait d'arrêter de labourer. Bah oui, quand on met des produits, ben, on est obligé de labourer. Mais si on n'en met pas, moi je connais personnellement un agriculteur qui est fantastique, qui ne laboure plus du tout depuis plusieurs années ses sols. Quand on fait des carottages dans ses champs, on a de la vie jusqu'à plus de 2 mètres, parce qu'il y a des racines, parce qu'il a des vers de terre qui sont aussi gros que des petits serpents. Enfin, voilà, la vie du sol est régénérée, ok. Et donc, ça aussi, ça fait partie des recommandations de l'INRAE, de limiter justement le labour des sols, parce que quand on laboure, en fait, on détruit ce qu'il y a en dessous, et il y a plein de vie en dessous. Et là, alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est le microbiote. Les microbiotes que nous, on a, les humains, mais le sol, a son propre microbiote aussi, et quand on laboure, en fait, on vient complètement perturber ce microbiote des sols, et ce microbiote, il est indispensable pour comment dire, le bon fonctionnement de toute la chaîne, en fait. J'avais pas entendu parler de ce travail d'INRAE. Je vais le mettre en lien dans la description ainsi que d'autres liens Tu cherches tout relatifs en à. même temps. Ouais, ouais, non, mais je suis en train de regarder parce que j'avais pas entendu parler. C'est absolument clé. Oui, c'est sorti fin mars de cette Oui, année. c'était au printemps, il me semble. Je sais plus, c'était Ouais, juste ouais. avant. Voilà, c'est ça. Donc, des Ouais. scénarios prospectifs. Et alors, ça fait des années que je crie à droite à gauche. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'équivalent du rapport RTE Mais donc sur il l'énergie y en en a. France. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça pour l'agriculture, mais en fait, il y a ça. Hein, Il y a. très bien, ça existe en fait. Une Oui, oui. agriculture européenne sans pesticides en 2050, point d'interrogation. Ils Ouais. ont fait ce travail prospectif avec 3 scénarios. Donc, chouette, on a enfin quelque chose de Oui. ce genre pour le domaine agricole. On va pouvoir s'appuyer Mais sur tu ce vois, genre de ça a données. été très, très. Enfin voilà, c'est pas bien communiqué. Tu vas Mhm. avoir beaucoup de choses sur l'agriculture conventionnelle, mais toutes ces initiatives-là, ben, on les entend moins, ou en tout cas elles sont moins médiatisées. Ouais, Voilà. On peut même aussi moi, se j'en ai pas poser des entendu parler. questions sur la communication Mhm. des solutions qu'on connaît déjà, en fait. Alors évidemment, c'est facile de dire il n'y a plus qu'à, hein, c'est pas mon propos, mais il y a des solutions qui Mhm. existent, et donc il faut les consulter, il faut les partager. Mhm. Tout à fait, Tania. Alors, dernière question, outre ce rapport d'INRAE, outre les sources que tu as citées, Santé publique France, INSERM, etc., est-ce qu'il y aurait des livres que tu recommanderais à nos auditeurs? Alors, je vois une grosse pile de livres derrière toi, là, sur la version vidéo. Je ne sais pas s'ils sont tous sur les pollutions chimiques, mais est-ce qu'il y aurait deux, trois livres que Beaucoup. tu recommanderais particulièrement pour creuser ces sujets? Alors, le premier, parce que je trouve que c'est Enfin, moi, c'est un peu ma Bible, hein, et je le relis très régulièrement, c'est le livre de Rachel Carson, je l'ai cité Ouais. tout à l'heure. Silent Spring, Voilà, Printemps silencieux, donc le Printemps silencieux. 1962. Voilà, exactement. Il a été publié en poche et traduit en français il y a seulement 2 3 ans, donc pour les allergiques à l'anglais, n'hésitez pas à aller le lire. Rachel écrivait merveilleusement bien, une biologiste américaine qui a découvert les effets du DDT qui était largement pulvérisé sur les champs aux États-Unis. Pour moi, c'est vraiment, en tout cas moi quand j'en parle, j'en ai la chair de poule, c'est vraiment c'est la pionnière mondiale. Et elle a écrit plusieurs livres, mais celui-là est particulièrement important. Après, vous avez tous les écrits de Stéphane Aurel et Stéphane Foucard. Moi, celui qui m'a le plus ouvert les yeux n'est pas forcément sur les perturbateurs endocriniens, mais il s'appelle Lobitomie de Stéphane Aurel, qui explique justement la fabrique du doute dans plusieurs secteurs, notamment le tabac, mais pas seulement le tabac, aussi le pétrole, etc. Tous les bouquins de Stéphane Foucard également sont vraiment très bien. D'ailleurs, ils ont fait des documentaires aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y en a un qui est très très bien qui s'appelle Demain tous crétins, que je vous invite vraiment à regarder. Ça aussi, c'est un des documentaires les mieux faits. Alors, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais voilà, il est passé sur, je sais plus si c'était Arte ou France 5, donc il n'a pas eu forcément un grand public. Mais c'est une mine d'informations. Évidemment, le livre de Dorothée Moisan que tu as déjà reçu, Les plastiqueurs, qui a fait en fait un travail uniquement sur les plastiques et ultra poussé, ultra documenté.
Vous pouvez aller regarder sur le site de HEAL, c'est Health Alliance, je vais jamais y arriver. HEAL, c'est H-E-A-L. C'est une ONG européenne à laquelle je suis, enfin je suis membre de cette ONG aussi, qui en fait fait énormément d'infographies qui sont traduites quasiment pour tous les pays européens sur justement les sources de pollution que l'on a dans notre quotidien pour vous prémunir. Ils font énormément de collaborations, notamment avec la FIGO. La FIGO, c'est la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. On a vu tout à l'heure que la période de vulnérabilité, c'était grossesse, petite enfance particulièrement. Donc la FIGO s'y est mis aussi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre comme bouquin? Il y a aussi le livre de ma chère amie Alice Desbioles, l'éco-anxiété, parce qu'évidemment, tout ça, ça va pas forcément nous faire du bien d'entendre tout ça, donc il faut savoir aussi le gérer et savoir voilà, lâcher prise, se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a la main, des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Mais ce que j'aime bien dans ce que dit Alice, c'est que nous, en fait, les éco-anxieux, parce que moi je suis éco-anxieuse, hein, je vais pas te le cacher, en fait, on est en avance sur les autres. C'est-à-dire que nous, on sait ce qui ne va pas, et donc on est déjà prêt à trouver des solutions et on a déjà mis des solutions en place. Donc on est en avance sur les autres. Et donc c'est à nous de faire comprendre aux autres que finalement c'est les autres qui sont un petit peu à la ramasse, un petit peu à la traîne. Et c'est à eux aussi de se rendre compte de choses. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté de se dire que les éco-anxieux, en fait, c'est positif d'être éco-anxieux. Il faut être éco-anxieux. Il faut même être un peu éco-furieux aussi et se mettre dans l'action pour ne pas justement subir tout ça. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, là. Ouais, voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a aussi le bouquin de Flore Berlinger sur le recyclage des plastiques qui est aussi juste génial. C'est un tout petit bouquin qui se lit très bien pour vous montrer à quel point le petit bonhomme qu'il y a sur les emballages vous fait croire que tout est recyclable, mais en fait pas du tout. Ouais, oui. On en a parlé avec Dorothée aussi sur Voilà, vous avez dû en parler. la douche froide qu'est le recyclage et les espoirs noyés. Ouais. Voilà. Donc l'idée sur le plastique, bon, vous avez dû le voir aussi, c'est que l'idée c'est pas de mettre en avant et de pousser le recyclage, c'est de couper le robinet et de Ouais, trouver voilà, vu un le retour moyen de d'expérience du limiter taux de la recyclage production. du plastique après 20-30 ans de promesses, je pense que là, à un moment, il faut faire le bilan de se dire, bon, bah, ça marche pas, quoi. C'est ça, voilà. Je crois que c'est de Voilà, l'ordre de voilà. même pas 7-8% du plastique qui finit recyclé. Enfin, bon, un Ouais, je chiffre crois que c'est moins. suffisamment bas pour se dire. Et en 9%, je plus, crois, dans le monde, enfin voilà, c'est ouais. très très bas. Mm. Et en plus 7-8% d'un produit à cycle très rapide. Donc, c'est pas. Ouais, enfin, bref, ça va pas. Sinon, on peut en reparler 2 heures, mais oui. Voilà. Là, on va faire le café du commerce et juste dire ça va pas là. Mais croyez-nous, ça va pas et vous pouvez creuser hors café du commerce pour vous assurer que ça va pas. Non, non, mais merci beaucoup Tania. Enfin, vraiment passionnant et vaste sujet dont. Et encore, il y a plein de thèmes qu'on n'a pas abordés. C'est vraiment une petite porte qu'on a ouverte. Bah oui, oui, non, mais bon, voilà, depuis les années où je blogue, où je fais mon travail de consultant, enseignant, bah, c'est vrai que je tourne beaucoup autour du changement climatique par association, l'eau, l'agronomie, voilà, la forêt, etc. Mais ce sujet des pollutions chimiques, bon voilà, je commence à essayer de comprendre que depuis quelques mois et je regrette de ne pas m'y être mis. Mais il est intimidant quand même comme Oui, sujet en termes de, je sais pas, en termes de complexité, de oui, par quel bout le prendre. Encore le climat, bon bah voilà, il y a les rapports du GIEC, il y a une espèce de chaîne de causalité, des causes bien identifiées, des conséquences qu'on arrive à peu près à cerner et qu'on voit dans notre quotidien aussi comme conséquences et dont la presse parle beaucoup. Et à nouveau, oui. il y a aussi un rapport du GIEC sur les conséquences. Là, sur les pollutions chimiques, il y a de quoi faire et c'est un sujet qui pourtant, on alerte dessus depuis, tu as cité Rachel Carson, mais aussi le rapport dit Meadows, Oui, au début des années 70, 70, ouais, il n'y avait pas vraiment, enfin, il parlait pas de changement climatique, quoi. C'était surtout enfin, tout entre à fait. autres crises qui pourraient provoquer, on va dire, l'effondrement de notre civilisation, il y avait la crise des pollutions. Mm. Voilà, les substances chimiques hors de contrôle un peu partout, c'était ça dès l'époque. C'est pour Hein. ça que je te disais que c'est pas nouveau en fait. Non, non, il n'y a C'est rien de vraiment nouveau. pas nouveau. Hein. Mm. Merci beaucoup, Tania. À une Merci à prochaine toi. fois. Au revoir. À bientôt. Au revoir.